Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à la rencontre? Aujourd'hui, je reçois Frédéric, designer chez Lego. Et ouais, vous avez bien entendu, je vais avoir la chance d'interviewer une personne qui travaille dans l'antre de Lego. Notre sacré copain qui clairement a accompagné notre enfance. Parce que franchement, qui n'a pas passé des heures à construire et à reconstruire des maisons, des navettes et je ne sais quoi avec ces fameuses briques multicolores? On a tous des sacrés souvenirs en famille. Mais avant nous, déjà, imaginez qui était derrière ces modèles de dingue, à quoi ressemble leur taf, leur journée, c'est quoi les étapes qui aboutissent au jeu qu'on retrouve dans notre salon sous le sapin de Noël. Non mais sérieux, il y a des gens qui sont payés pour s'amuser toute la journée, mais c'est pas possible. Bon moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'en réalité être designer chez Lego. Alors vous imaginez bien que j'avais 1 milliard de questions à lui poser, et j'étais pas la seule. Certains d'entre vous m'ont envoyé des questions super pertinentes que j'ai intégrées au fil de l'eau de l'interview. Alors Nathalie, Vanessa, André, Florence, Anne-Sophie et vous tous, merci vraiment de m'avoir accompagnée dans cet épisode. Bon, j'arrête de parler, je vous propose un aller simple pour Billund, le siège de Lego, on rebranche sa casquette de gamin, on écarquille les yeux et les oreilles pour un voyage dans notre imaginaire. Je vous souhaite une super bonne écoute de cet épisode, mais avant de lancer l'épisode, dernière petite chose, moi je voudrais juste vous demander une faveur. Vous savez que c'est un projet qui est bénévole, en plus de mon taf de coach, consultante en marketing digital. Et bien sûr, vous vous en doutez, du coup j'ai pas de budget pour faire de la pub et acheter mon audience de ce podcast. Alors il me reste le premier levier, mais que je préfère, c'est le bouche à oreille. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, non ? Bon, du coup je vais être plus claire, si c'est pas le cas, pour qu'un podcast fonctionne, il faut qu'il y ait des auditeurs. Ouhou. Et pour avoir des auditeurs, il faut qu'on parle de lui. Alors, si le contenu vous plaît, et si vous voulez qu'on soit plus à en profiter, et ouais, parce que des fois il faut partager, s'il vous plaît, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous, et surtout, pensez à laisser un avis et une note 5 étoiles alors sur Apple Podcasts. Maintenant aussi, on peut sur Spotify, et aussi laisser un commentaire sur YouTube. Parce que plus j'ai d'avis, plus ça donne envie aux gens de découvrir le podcast. Et puis aussi, les plateformes en fait aussi nous mettent en avant aussi parce qu'elles voient le nombre de commentaires et elles se disent que le podcast est pertinent. Et du coup, elles vont nous pousser. Bon, j'ai fini ma petite démonstration. Et je vous dis que c'est parti pour l'écoute de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon podcast. Alors Frédéric, tu fais vraiment un métier de rêve, on va pas se mentir. On est d'accord. Moi-même, je rêvais de faire ce métier-là. Et alors, attends, pour tout te dire, le métier que je rêvais de faire vraiment quand j'étais petite, il est encore plus précis que ça. Moi, il y a un métier qui me faisait triper, c'était les gens qui inventent les jouets dans les œufs Kinder. Tu vois le... Oui, je vois. Ouais, Parce que je me disais, mais comment les gars, leur boulot, en fait, je trouvais que c'était hyper riche et hyper complémentaire. C'est que je me disais, à la fois, t'es obligé de trouver une idée de jeu qui va faire waouh quand tu ouvres le truc, tu vois. Et en même temps, ils sont obligés de se prendre la tête pour que ce waouh, il rentre, il soit découpable en petites pièces, il rentre dans une sphère. Tu vois, il y a le côté un peu ingénieur qui me plaisait. Pour être honnête, moi, le métier que je fais, j'ai jamais imaginé que c'était un métier avant que je voie une annonce de recrutement, tu vois. C'est pour moi les Lego, ils sortaient du ciel, quoi. Et un jour, tu vois, on recrute des designers, tu fais, c'est un métier pour de vrai. J'ai montré ça à mes parents, ils ont fait, mais non, c'est rien. J'ai fait, regardez, il y a un salaire et tout. Ils ont fait, ah ouais. C'est un fake, c'est pas possible. Ouais. Mais donc, c'est vraiment un métier de rêve et ça, je te le confirme parce que quand j'ai demandé, en fait, je me suis dit, bon, là, cette fois-ci, en fait, je vais demander aux personnes qui écoutent le podcast de préparer des questions, parce que je me dis forcément, ils vont en avoir 15 000. Je te confirme, j'ai eu une liste longue comme le bras de questions. Donc voilà, qu'on va défiler un peu au fur et à mesure. Moi, il y en a une qui me tient à cœur. On le verra plus tard dans l'interview, mais pour moi, c'est super important de comprendre. C'est vraiment le truc qui m'a le plus tourné en boucle dans ma tête quand j'ai préparé l'interview. C'est comment tu arrives à garder, tu vois, cette magie quand tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vois, quand tu décortiques l'envers du décor, c'est un peu comme, tu vois, tu rentres dans les coulisses de Disney où tu deviens l'assistant d'un magicien et du coup, tu vois tous les trucs, tu vois. Et du coup, tu perds le côté pétillant, scintillant et la paillette, quoi, parce que tu vois comment c'est fait de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une question que je me garde dans le coin de ma tête à te poser pour plus tard. Bref, je termine cette introduction la plus longue de la Terre.
Frédéric, si ça te convient, je te propose d'abord de commencer par le commencement. Moi, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu le petit Frédéric que tu étais quand tu étais enfant et si tu avais déjà, tu vois, un métier de rêve que tu avais en tête à ce moment-là. Ouais, ouais, comme tu dis, je m'appelle Frédéric, j'ai 39 ans à l'heure actuelle. J'habite au Danemark maintenant. Et voilà, quand j'étais petit, quand j'ai eu 1 an, on a déménagé en Martinique, d'où est ma mère. Mon père était dans l'armée à l'époque. Et de 1 an à 4 ans, j'étais en Martinique. Et c'est là vraiment que j'ai commencé que je me rappelle du moins des premiers jouets que j'ai eus. Et ceux dont je me souviens le mieux, ce sont les Lego, justement. Mon père partait en métropole assez souvent pour le travail, justement, et il revenait toujours avec plein de jouets. Donc voilà, et je me rappelle de ce gros vaisseau bleu que j'ai reçu, et c'est un des premiers jouets dont je me rappelle. Je devais avoir peut-être 3 ans ou un truc comme ça. Voilà, donc je jouais déjà beaucoup à Lego à l'époque. Après, en métier de rêve dont tu parles, moi, j'ai toujours voulu être médecin, et ça a été mon métier jusqu'en terminale. Ah ouais, t'es fidèle, hein, Ouais, dis ouais, ouais. donc. Ah ouais, Jusqu'à t'as. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 12 ans d'études et en fait, ouais, je me plaisais. J'étais un bon élève, mais je suis pas quelqu'un qui est derrière un bureau, quoi, en fait. Et je me suis dit que ça risquait d'être long, quoi, les 12 ans. Et donc, j'ai bifurqué sur ma deuxième passion, qui sont les langues étrangères. Et je me suis inscrit à la faculté du Mirail à Toulouse en langues étrangères et civilisation pour le japonais. Donc voilà. Et attends, et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, tu raisonnes par rapport à un métier ou tu te dis, non mais moi ce qui me plaît c'est d'apprendre des langues, après on verra. Non, c'est vraiment ça. Pour ce qui me plaît, c'est d'apprendre les langues. Après, on verra. Voilà. Donc, de là, je suis parti au Japon pendant 1 an en échange. Je suis revenu, j'ai fini ma licence et là, j'ai été comment dire, recruté par l'ambassade du Japon pour être prof de français au Japon et je suis reparti 3 ans là. Voilà. Génial. Donc, j'ai passé 3 ans au Japon ça, c'était 2005-2008. Je suis revenu avec mon meilleur ami, on s'est mis des coups de pied aux fesses pour retourner à l'école et on a tous les deux incorporé une école de design à Paris où là, j'avais une meilleure idée de ce que je voulais faire et je voulais faire des costumes pour le cinéma. Donc, je me suis inscrit dans cette école dans l'optique de faire mode et pour pouvoir avoir une idée de la mode et voilà, de devenir costumier. Malheureusement, après 1 an, je me suis retrouvé complètement fauché parce que les études de design coûtent super cher. J'étais dans le privé. Sur Paris, tu as ton loyer à payer, etc. Tu as 39 heures de cours par semaine, tu as le double de devoirs à la maison, donc travailler sur le côté, c'est pas évident non plus. Donc j'ai dû arrêter et j'ai trouvé un boulot en tant que secrétaire à la NHK, donc la chaîne de télévision nationale japonaise à Paris, qui a un studio là-bas. Et donc j'ai été secrétaire traducteur pendant 1 an là-bas, jusqu'à ce que je trouve une annonce de recrutement pour Lego via les forums sur lesquels je traînais. Incroyable. Alors attends, je reviens juste sur le côté design, parce que comment on passe de j'aime les langues à j'aime le design, ou je veux être bosser sur les costumes, tu vois. T'avais une fibre artistique déjà ou? Ben, en étant proche, je me suis rendu compte que c'était pas le métier que je voulais faire toute ma vie. Donc, c'était cool de le faire, mais c'était pas quelque chose que je me voyais faire sur le long terme. Et j'ai toujours eu un amour de la mode et du design en général. Ouais, donc c'est pour ça qu'avec mon pote Thomas, on a décidé de retourner à l'école. Lui, il a fait du design industriel classique, et moi, j'ai fait mode sur le côté. Voilà. Et ma grand-mère est couturière, donc ça a aussi, je pense, aidé pour le côté création de vêtements, etc. Et j'utilisais ma mère comme modèle pour tout ce que je faisais. Excellent. Bon, ta mère, j'ai l'impression qu'elle a été bien soutien à chaque fois, Oui, très, très, des étapes. très, très. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et donc le soir, quand j'étais secrétaire, le soir, c'était pas donc c'était un bon métier, il y a pas à dire. Hein. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, etc. Mais c'était pas très créatif. Et après 1 an d'école de design, de plus rien avoir créé, c'était un peu désolant. Donc j'ai ressorti ma collection de Lego et j'ai commencé à faire des vaisseaux le soir pour juste, tu vois, décompresser, avoir un petit peu de créativité dans ma vie. Et je me suis retrouvé à fréquenter les forums Lego sur Internet. Flickr en grande partie. C'est là que j'ai mon compte de fan, justement. Et de Flickr, j'ai donc trouvé cette annonce de recrutement qui disait on cherche des designers pour Lego. Et c'est de là, comme je disais au début, tu fais mince, c'est un métier, ça, vraiment. Et donc, Donc tu faisais partie des AFOL, là. J'ai découvert ce terme. AFOL, ouais, Adult Fan of Lego. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette annonce et donc il demandait un portfolio, un CV et une lettre de motivation. Ça tombait bien parce que je faisais des vaisseaux le soir, donc j'ai pris des photos de ce que je faisais, j'ai envoyé ça.
Ils m'ont proposé de venir à Biloun pour un atelier de recrutement. Donc, j'ai passé 3 jours à Biloun avec d'autres candidats et à l'issue de cet atelier, j'ai été recruté. Et ça, c'était donc en 2010. D'accord. Et donc, Biloun, on va en reparler après, mais c'est le siège. Voilà, je travaille et j'habite à Biloun à l'heure actuelle. Voilà, exactement. Et là, tu es dans l'antre c'est quand même incroyable. Alors, tu refais des Lego, enfin juste, pardon, mais t'es adulte à ce moment-là. À quel moment tu te dis, plutôt que d'aller faire du sport ou je sais pas quoi, du canevas ou du tricot, tu te remets au Lego? Qu'est-ce qui... Ouais, j'ai joué au Lego jusqu'à mes 16 ans à peu près, où j'ai toujours été dans la science-fiction. Donc j'ai toujours fait des vaisseaux, etc. jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce que un jour, il y a des copains qui me disent ah mais c'est nul ce que tu fais, donc j'ai commencé à le cacher et après j'ai un peu arrêté. Et après, je m'y suis remis, ben ouais, quand justement, quand je suis rentré du Japon, je m'y suis remis un peu, j'avais quelques Lego, t'achètes un petit set ici, et là, pour voir ce qui se passe. Et après, je m'y suis complètement remis, ma mère m'a renvoyé toutes mes briques, m'a renvoyé toutes mes briques, et voilà, je me suis remis, ouais, donc à l'époque, ouais, j'avais 25, 26 ans, je crois. Ouais, donc il y a cet imaginaire en fait qui t'a quand même toujours un peu plu et tu t'y es remis et t'as complètement assumé. Bon, de toute façon, t'es pas seul, hein, parce que les communautés de fans, c'est adultes, hein, je parle, c'est juste dingue, c'est assez impressionnant à quel point ils arrivent à fédérer autour de la marque, quoi. Oui, et justement, quand je me suis remis au Lego, je me suis rendu compte de l'impact de Lego dans la vie de beaucoup de gens. Et ça m'a complètement sidéré. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle communauté autour du produit. C'est hyper intéressant quand tu es à Billund, donc tu dis que tu rentres dans un processus. Tu vois, d'après toi, ou peut-être qu'ils vous l'ont dit d'ailleurs, quels sont les critères un peu, tu vois, qui leur permettent de dire plutôt cette personne que cette personne? Parce que j'imagine que tu es loin d'être le seul à vouloir rentrer enfin, bosser à Billund, et puis les gens viennent du monde entier, quoi. Donc la concurrence est hyper large, quoi. Eh ben, étant recruteur moi-même maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui travaillent en équipe, qui peuvent travailler en équipe, parce que c'est ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait part en équipe. Je suis intéressé par la culture des gens. Je veux voir ce qu'ils apportent en plus à l'équipe qu'on a déjà, tu vois. Donc, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a étudié quelque chose de très particulier, de très niche, c'est toujours intéressant. Ah ouais. Au niveau des études, etc., c'est une question qui revient toujours, hein, comment on devient Lego designer. Il n'y a pas de critères particuliers. Tu peux être un designer pur et dur qui sort d'une école de design, ou tu peux être justement un AFOL comme moi. Et ça n'a pas d'impact sur la candidature. On recherche vraiment des gens avec une personnalité qui fit, Qui va bien convenir. Et en fait, c'est aussi un pouvoir de l'imaginaire, quoi. Ils ont une bulle un peu particulière qui amènera aussi des nouvelles idées, quoi. Exactement. Là, une des personnes que j'ai recrutées récemment vient de Corée du Sud et elle est designer de personnages pour bande dessinée, etc. Donc, elle apporte un côté asiatique à mon équipe qui est génial. Et en plus, elle a un univers complètement fou dans sa tête. Et non, c'est génial. Et quand tu t'es dit, OK, j'y vais, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as eu la trouille de t'enfermer dans un parcours atypique? Tu vois, de te dire, mais une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu peux faire après, en fait, tu vois? Et est-ce que je vais pas être estampillée? Et puis, voilà. Non, absolument pas, parce que ben, déjà, je sortais du japonais, qui était déjà un parcours assez atypique pour commencer. Donc, ça m'a permis d'en sortir déjà pour commencer. Et puis voilà, tu es designer pour Lego, mais tu es quand même un designer, donc tu apprends tout le process de design qui est autour de ça. Moi, n'ayant pas d'études de design derrière moi, maintenant mon CV, j'ai 12 ans d'expérience en design. Ouais, et puis pas dans une petite boîte, quoi. Donc c'est une référence. OK, je comprends. Exactement. J'ai commencé en tant que designer, après j'ai été senior designer, je suis passé design manager et maintenant je suis senior design manager. Donc, tu vois, ça m'a permis d'évoluer à l'intérieur de la compagnie et maintenant mon CV, je pense, a vraiment du poids à l'extérieur de la compagnie. OK, OK. Ouais, bon, bah, donc c'est intéressant de le dire parce que ça faisait partie de mes questions, de se dire, mais est-ce que voilà, tu t'enfermes pas et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais en fait, finalement, oui, tu as raison de dire que tu fais pas des Lego, tu es designer, quoi. Donc c'est du coup des compétences qui sont quelque part exportables dans d'autres métiers, quoi. Parce que c'est la grosse différence entre en étant un AFOL et un designer, c'est que quand tu es un designer, tu travailles à partir d'un brief, tu as une cible, tu as un budget, il y a toute une démarche derrière le design. Tu vois, c'est pas genre je fais un vaisseau pour me faire plaisir. C'est génial. Bah, du coup, on va vraiment voir justement cette bascule entre le mode fan et le mode pro, quoi. Alors, est-ce que tu peux concrètement nous décrire en fait justement ton métier? Alors, aujourd'hui, effectivement, tu es senior
designer, manager. Moi, je vais un peu plus insister effectivement sur le métier, dans cette interview, sur le métier de designer Lego. Qu'est-ce que ça veut dire être designer Lego, tu vois? Vous intervenez sur quel champ? Depuis quelle étape jusqu'à quelle étape? Tu vois? Qu'on comprenne un peu, justement ce que vous faites. Ok, donc être designer chez Lego, pour simplifier, c'est donc créer les sets que tu vas trouver en magasin. Voilà. Donc ça, c'est la base. Après, donc tu travailles en général pour une équipe, peut-être pour deux si tu y vas. Donc il y a des thèmes comme Ninjago, Lego Friends ou Lego City, etc. Donc tu fais partie de cette équipe et tu travailles donc avec cette équipe dans l'optique de créer un assortiment de sets qui seront donc mis sur le marché plus tard. En général, on travaille de 2 à 1 an en avance sur ce qu'il y a sur le marché parce que le développement prend du temps, tout simplement. Et après, on a besoin de temps aussi pour récupérer toutes les données, tout ce que les marchés demandent, etc., pour pouvoir euh, avoir une offre la plus compétitive et la plus pertinente possible aussi pour les enfants. Voilà. Donc, le gros du métier, nous, on commence en général, on a 2 phases dans l'année. Une phase de concept où on va créer tout et n'importe quoi. Et donc ça va passer en revue devant l'équipe de management au plus haut placé, tu vois. Donc tout passe dans un entonnoir en gros, et au fur et à mesure les idées, on se débarrasse des idées les moins fortes et on garde ce qu'on pense qui sera le plus pertinent sur le marché. Voilà. Donc, tu es vraiment dans une phase de brainstorming à ce stade-là, genre un peu en mode débridé. On se pose pas trop de contraintes, quoi. Exactement, voilà. Mais du coup, je peux te poser, excuse-moi, juste une question sur cette phase-là, au tout démarrage. Tu dis quand même que vous bossez quand même sur cette phase vachement de brainstorming, vous bossez quand même sur la base d'un brief, quoi. Et j'aimerais bien connaître un peu justement quels sont les éléments qui rentrent dans le brief. Ma question derrière, et je cite Florence, qui est qui tient le podcast Avant j'étais prof, qui a une question pour toi, est-ce qu'il est libre de faire ses choix? Ou est-ce qu'il a quand même une ligne conductrice de base, tu vois? Et à quel point vous êtes contraint quand vous démarrez justement cette phase de conception? Bien sûr. Donc, quand on commence la phase de conception, en général, ici à Lego, on a une semaine où on ne fait que du concept et c'est complètement débridé. Donc, les gens de City peuvent aller faire des concepts pour Ninjago, etc. Donc, chacun ramène son concept et là, c'est complètement chacun ramène ce qu'il veut. On regarde toutes ces idées, on récupère ce qu'on pense est le plus pertinent et voilà. Ensuite, on retourne à la table et on améliore ces concepts au fur et à mesure jusqu'à la fin de la phase concept, où là, on pense qu'on a vraiment quelque chose qui est pertinent pour une cible qu'on aura choisie. D'accord, donc à ce stade-là, pardon, mais très concrètement, ça veut dire qu'on t'a pas imposé, par exemple, je sais pas, un nombre de pièces, on t'a pas pour derrière avoir une idée de prix de vente, Non, à ce stade-là, non, on vous bride pas sur ces éléments-là, quoi. Ok. non, pas à ce moment-là. Le brief pourra peut-être être créer un nouveau thème pour Lego City, par exemple. Par exemple, il y a 1 ou 2 ans, il y a Lego City sous la mer qui est sorti. Le brief, après cette grosse semaine de concept où tout le monde fait ce qu'il veut, peut s'être réduit à créer une nouvelle expérience sous l'eau, par exemple. Mais à partir de là aussi, pareil, on fait des sous-marins verts, on fait des sous-marins bleus, on fait des vaisseaux violets, etc. Donc ça va encore un peu dans tous les sens. Et comme je dis, ça passe donc dans cet entonnoir et à chaque fois, on récupère ce qu'on pense être le mieux et le plus pertinent. Ok. Et qui juge de c'est intéressant, c'est pas intéressant, tu vois? Ce sont donc on a un forum de personnes. Ouais. Donc ça va du CEO de Lego à mon niveau, donc ce qu'on appelle les creative leads. Je pense que le mieux en français, c'est directeur artistique. C'est nous qui passons tout ça en revue et décidons de ce qui est le mieux. D'accord, donc il n'y a pas de gens du marketing? Moi, je fais du marketing, c'est pour ça que je te pose toutes ces Si, bien questions. sûr. Ah, ok. Ça m'étonnait qu'ils ne soient pas là. Ils sont toujours partout. Si, bien sûr. Et est-ce que tu as des briefs, genre on peut vous demander, bah, on bosse pour le marché japonais avec des spécificités, tu vois, par exemple? Ça arrive, oui, oui. Bon, donc du coup, je t'ai coupé, je suis désolée. Du coup, tu as vraiment... Ok, tu es sur la phase vraiment de concept. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration? Tu vois, quand tu es dans cette phase-là, est-ce que toi, tu vas aller voir, étudier des choses, aller regarder des films, des dessins animés, je ne sais quoi, enfin quelque chose, tu vois, qui va nourrir ton imaginaire? Bien sûr, oui, bien sûr. En fonction du thème qu'on nous propose, tu fais de la recherche tout simple sur Google.
On a tout un département de recherche aussi ici qui a beaucoup de données, etc., sur plein de sujets. Donc, tu peux aller les voir, leur demander ce qui a déjà été fait, ce qu'ils ont, etc. Moi, je suis très, comme je disais plus tôt, je suis très dans la science-fiction. Donc, les dessins animés, les films, les jeux vidéo, énormément les jeux vidéo, les jouets des compétiteurs, tout simplement aussi, hein, parce que donc tout ça, ouais, tout ça, ça rentre dans l'inspiration et tout ça, ça y passe aussi. Ouais. Moi aussi, moi j'ai toute mon inspiration qui vient du Japon aussi. Ça reste une culture qui m'est très proche et que j'adore, soyons francs. Donc j'ai beaucoup d'inspiration aussi de ce côté-là. Et ça veut dire que pendant l'année, à d'autres moments, tu vois, tout d'un coup, il y a un truc. Est-ce que tu te balades dans la rue, en gros, et que toutes les personnes que tu croises ou les objets, tu les décomposes en briques, tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, ton métier finit par aussi bah, influencer, tu vois, ta vision et tu te dis au fur et à mesure de l'année, ah, tiens, mais ça, c'est génial, ça, c'est un objet de dingue pour du Lego, je me le note. Ouais, moi, enfin, ça arrive très fréquemment, mais plus ça, je dirais que ça arrive plus fréquemment dans mon côté fan. Je vois un détail sur un bâtiment, je me dis ah ça serait génial d'essayer d'incorporer ce petit détail quelque part, etc. Mais tout ce que je fais en tant que fan est répercuté aussi dans mon travail, tu vois. Donc tout ce que j'utilise, tous les petits inspi que j'essaye de le réinjecter dans le travail plus tard. Ok. Et est-ce que cette phase-là de conception, peut-être c'est peut-être un peu plus tard que ça rentre en ligne de compte, vous travaillez sur certaines fois sur des licences, donc sur un univers, on va dire conceptuel qui est déjà un peu, qui existe et puis qui est sûrement borné. Est-ce que ça change les choses dans la conception, tu vois, à ce stade-là du Lego? Complètement, bien sûr, bien sûr. Par exemple, une licence comme Star Wars, qui est un univers qui est déjà complètement créé, quoi. En gros, ce que tu essayes de faire, donc, c'est de prendre le vaisseau ultra classique Star Wars, mais de créer une nouvelle expérience derrière, tu vois. Donc, créer pour une audience différente, par exemple. Est-ce que cette fois-ci, on va le faire pour des gens qui ont 18 ans et plus, ou est-ce qu'on va justement descendre très bas et pour le faire pour des gens qui ont 4 ans et plus, tu vois. Donc, c'est l'expérience derrière que tu essayes de changer, puisque le design en lui-même a déjà été créé. Génial. Et donc, tu peux nous donner un exemple, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir dans ton expérience un truc différent pour un gamin de 4 ans qu'un gamin, enfin, un adulte, pardon, de 18 ans? Ben, ne serait-ce que la complexité du modèle. Ouais, bien sûr. Par exemple, on a toute une ligne qui s'appelle 4+. Et donc, ce sont des modèles très simples qu'un enfant de 4 ans est censé pouvoir construire. Donc, par exemple, on a des restrictions comme on n'utilise pas d'éléments de la gamme technique, par exemple, dans cette gamme. On évite les briques qui sont de dimension 1 par 1 parce que les enfants ont moins de dextérité à cet âge-là. Donc, c'est beaucoup plus dur pour eux de les placer. Donc, on a ce genre de restrictions. Alors que si on devait construire pour justement une gamme 18+, tout ce genre de restrictions n'existe plus. Et justement, là, on va pousser les techniques de construction le plus loin possible pour justement que ça soit intéressant pour des adultes et qu'ils se disent ah waouh, on peut faire ça avec du Lego aussi. Ah, génial. Ok, ok. Donc, c'est vraiment très différent. Mais du coup, vous bossez sous des contraintes différentes, ce qui doit être assez sympa pour vous parce que du coup, ça vous challenge un peu. Oui, bien sûr, ça change de challenge. Je veux pas dire qu'on peut choisir, mais on peut demander à être dans une autre équipe à tout moment, bien sûr, Ouais. juste pour voir quelque chose de différent. Et en général, on prend ce genre de requête à cœur. Donc, ça permet, oui, voilà, de travailler sur plein de thèmes différents, sur plein de types de constructions différents aussi. Et ça garde le métier assez frais quand même. Ouais, voilà, c'est marrant, j'avais ce mot fraîcheur en tête et je pense que c'est un renouvellement parce que sinon, il faut que tu te réinventes tout le temps. Sinon, tu as l'impression toi-même de faire toujours la même chose, quoi. Bien sûr. On a des designers qui sont dans la même équipe depuis 20 ans. Hein, et il y a des gens qui marchent comme ça, tout simplement. Ouais. Ce sont devenus des experts complets dans ce domaine. Mais après, on a d'autres personnes qui changent d'équipe tous les ans, par exemple, pour justement garder ce côté challenge, tu vois, avec les cibles, le design, les techniques, tout ça différent. Moi, par exemple, dans mes presque 12 ans à Lego, j'ai fait, je crois, 13 projets différents. J'ai quasiment tout fait à part Duplo et technique. Donc, j'ai vu beaucoup de styles, d'enfants différents aussi. Donc, Ouais, mais je pense que j'aurais rêvé de faire comme toi, effectivement, mais pour mais aller envoie une découvrir des. candidature, là. Ouais, c'est clair. Non, je pense que j'ai envoyé mon fiston. Non, mais on a passé tellement d'heures, mais d'heures sur les Lego, et je t'assure que, enfin, moi j'adore ça, j'adorais ça quand j'étais petite.
Mes Donc enfants, ils adorent. tu vas sur lego.com et il y a plein de candidats, il y a plein comment dire, de recrutements là-bas. Donc Mais voilà. oui, puis en plus, c'est incroyable, mais je pense que il y a beau avoir les YouTube, les réseaux sociaux, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent que c'est un métier et que c'est possible de l'exercer, quoi. Enfin, Non, non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. il y a de quoi en parler encore, quoi. Et une fois de plus, je vais le répéter, nous n'avons aucun critère de sélection sur les candidats. Le diplôme, l'éducation n'a rien à voir dans les gens qu'on recrute. C'est vraiment des gens qui travaillent en équipe, qui sont créatifs. Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est peut-être essayer de parler anglais parce que c'est la langue de la compagnie. Ouais, c'est clair. Mais ça ne devrait pas être entré en compte, quoi. Et puis si tu es motivé, tu vois, je pense que tu finis par apprendre quand même l'anglais. On a tous une base, donc on finit par, est-ce que je reviens sur la phase conceptuelle, est-ce que tu as une phase où tu dessines l'objet, tu vois? Où tu t'en fais un croquis ou direct, en fait, forcément pour vous, c'est, vous êtes avec les briques et vous le montez? On a tous les types de designers. Moi, je ne dessine pas. Je suis une brêle en dessin. C'est, ouais. Je sais dessiner des vêtements, voilà, comme je disais. Hein, j'ai fait mode, voilà, c'est tout. Donc non, moi je dessine pas. Moi, je vois tout en briques. Je vois tout en briques physiques. Donc j'ai besoin des briques dans les mains pour pouvoir construire. Mais on a des designers qui dessinent, bien sûr. On en a d'autres qui sculptent. On en a qui construisent de manière digitale et bien sûr d'autres qui construisent directement avec la brique. C'est chacun a son style et à ce niveau-là, ça n'a aucune incidence sur le projet. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu bosses pas avec des logiciels? Alors si Après? voilà, après, on a un logiciel de 3D ici qu'on utilise parce que nos modèles ont besoin d'être digitalisés pour tout ce qui est production plus tard. Ouais, d'accord, OK. Ah mais ça c'est d'accord, donc on arrive aux phases d'après là, aux phases suivantes de conception, hein. D'accord, OK. Exactement. Pour passer à l'usine, tout a besoin d'être digitalisé parce que chaque élément a un numéro. Donc, chaque machine va devoir créer ce numéro pour pouvoir mettre les éléments dans la boîte, etc. Donc, on passe tous par ce logiciel et c'est un logiciel qui est très simple d'accès aussi, donc il y a pas de problème. OK, ça marche. Bon alors du coup, passons à l'étape d'après, genre on s'arrête sur un modèle. Le modèle a été validé, par les équipes. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça veut dire que, genre toi vous êtes genre 10 designers à bosser sur cette gamme-là et finalement il y a un ou 2 projets, ça veut dire que les 8 autres en fait, ils ont bossé mais leur truc ne verra pas le jour? Alors, en général, tout ce qui a été travaillé dessus est gardé parce qu'il y a du potentiel dans tout, de toute façon, et on s'en resserre comme inspiration, soit exactement pour ce thème-là, mais en sachant qu'on a choisi une direction un peu différente, mais on va garder par exemple, la couleur de ce sous-marin que ce designer a fait ou quoi que ce soit. Mais tout est gardé, tout est mis en archive et tout est accessible. Donc on ne perd rien là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a décidé on a décidé de produits, donc ces produits retournent dans leurs équipes respectives. Donc, par exemple, là, on parle d'une gamme hypothétique pour City. Donc, ça va retourner chez City. Et maintenant, on va rentrer dans la phase qu'on appelle maturation. Donc, c'est la phase où on va optimiser ce modèle pour qu'il rentre à l'intérieur d'un brief. Donc, là, on rentre en compte un prix, bien sûr, un âge aussi pour lequel on veut construire, etc. Donc, pendant les 4-5 mois qui suivent, donc, un designer va travailler sur ce modèle pour le mettre au brief. Donc, en gros, le brief, il contient donc une cible, donc on va dire un enfant de 8 ans, par exemple. Il va contenir un budget parce que on fait du design, donc on est une équipe design, donc tout ce qu'on fait a un budget. Et ensuite une date de sortie et après d'autres dates échelons Ouais, dans le calendrier. comme un projet classique, quoi. Et alors quand tu dis budget, c'est, genre un prix cible de vente, quoi, j'imagine, non? C'est ça, hein? Voilà, Ouais, hein. exactement. Donc ça veut dire que tu le décomposes comment ce prix, tu vois? Enfin, Bah, pour être le plus simple possible et dans la limite de confidentialité, chaque brique a un prix. Plus la brique est grosse, plus elle coûte cher. ah ouais, d'accord, OK. Voilà. C'est pas la technicité parce que moi je Il y a aussi la technicité de la brique qui rentre en compte, bien sûr, mais plus tu utilises de plastique, plus tu utilises de moules différents pour faire une brique, plus elle est chère. ouais, c'est ça. OK. Et attends, je me posais aussi une autre question, c'est que je pense que dans vos briefs, genre, vous avez tout gagné si tu arrives à faire un nouveau modèle de dingue en utilisant que des briques qui existent. Parce que c'est un peu la bête noire quand même, hein, la nouvelle brique dont il faut faire le moule, hein. Voilà. Et ça, c'est l'essence de tout le design chez Lego, c'est travailler avec le système. On est une agence de design, bien sûr, mais on a un système qui est derrière, qui est en place et qui est très contraignant, soyons honnêtes. Et c'est aussi ce qui apporte toute la spécificité du design de Lego et toute l'excitation aussi, c'est qu'on travaille avec ces briques Ouais. qu'on ne peut pas changer. Donc, en gros, chaque année, chaque équipe reçoit un nombre
changement de couleur, par exemple, par brique. Parce qu'on ne peut pas en faire des milliers. Tout simplement parce qu'on a des problèmes de stockage. Ça prend de la place et on a un espace limité. Donc, si on a besoin, par exemple, d'une brique 2 par 4 en orange et qu'elle n'existe pas à l'heure actuelle, on utilise un de ces numéros pour la créer et on peut l'amener dans le set. Ouais, ouais, mais donc tu as intérêt à justifier de l'intérêt de faire ça parce que tu grilles une ligne de possibilités de changement, quoi. Donc, Exactement, exactement. Donc là rentre le grand jeu c'est presque des chaises musicales en gros parce que tous les projets vont commencer à se concerter. Est-ce que tu fais cette brique dans cette couleur? Est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Pour réduire la complexité de toute l'entreprise au minimum. Et voilà, c'est une des grosses spécificités du design Lego, c'est ce système qui est très rigide et voilà, donc qui rentre en compte dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on design. Mais qui du coup, c'est ce que tu dis intellectuellement, c'est ce qui fait le challenge aussi de votre métier, quoi. Donc c'est ce qui... Exactement, exactement. Bien sûr, tous les ans, chaque équipe a le droit de créer une nouvelle brique parce que, par exemple, si on fait un thème sous l'eau, on va avoir envie d'avoir un nouveau poisson, par exemple. Donc, on a le droit de créer un nouveau poisson, etc. Mais ça, voilà, ça grille, comme tu dis, une ligne de production. Ouais. Et on a un nombre réduit de lignes de production, tout ça. C'est très, très intéressant. Est-ce que tu as un doc, une espèce de bible, tu vois, où tu as toutes les briques du monde qui sont référencées? Ouais, il y a ça. On a dans le bâtiment principal design qui s'appelle Innovation House, ici à Billund, on a le stock. Donc c'est là où se trouvent toutes les briques qui sont actives à l'heure actuelle. Donc c'est un très gros espace, hein, ça doit faire 200, 300 mètres carrés, je pense, où il y a toutes les briques qu'il y a, et c'est là que tu retrouves tous les designers en gros. On a bien sûr derrière nos bureaux, on a des tiroirs avec les briques les plus utilisées. Mais après, si tu as besoin d'une couleur spécifique ou d'une brique vraiment très, très particulière, il faut que tu ailles au stock pour aller la chercher. Donc, c'est aussi ce centre de design qu'on a, le stock, où tous les designers se retrouvent, on peut se parler, on peut voir ce que les autres font, etc. Donc, en tout cas, tu as répondu à un truc, parce que pour moi, en fait, ton job, il s'arrêtait là, mais vous alliez pas sur la partie préparation à la production. Pour moi, c'était d'autres équipes. Donc, Ah non, non, ça fait entièrement partie du design chez Lego. mais ce qui est génial aussi, parce que du coup, ça veut dire que t'es pas que dans la création, tu es aussi dans le process quelque part un peu industriel. C'est-à-dire que tu dois comprendre comment tout ça, ça va être fabriqué, d'où le fait de décortiquer ton modèle sur un logiciel. Donc, une fois de plus, tout rentre en compte, tout rentre sous le chapeau de la complexité. C'est faire le packaging le plus simple possible pour ne pas avoir à stresser les lignes de production, etc. Et ça fait partie du travail de designer. Par exemple, on a une des étapes auxquelles on passe, c'est le packing. Donc, mettre les éléments dans un sachet. Chaque ligne de production a un nombre spécifique de machines et on ne peut pas dépasser ce nombre de briques, en gros. Donc, il faut qu'on optimise le modèle pour que dans chaque sac, il y ait un nombre de briques particulier avec une forme particulière pour que la ligne de production puisse faire le sac. Tu vois, ça rejoint vachement ce que je disais tout à l'heure sur Love Kinder, hein, en fait. Du coup, Ouais. vous bossez vachement sur des contraintes un peu tu sais, de Tetris, quoi, tu vois, c'est génial. Ouais, non, c'est exactement ça, voilà. Ensuite, dans les autres procédés qu'on a, donc il y a une équipe qui est spécifique aux instructions de construction. Donc c'est pas les designers qui créent les petits livres, mais c'est une équipe qui est en charge de ça. Mais c'est le designer qui va emmener cette équipe du début à la fin du produit. Donc, on a ce qu'on appelle des revues design, où 4-5 personnes sont assises ensemble avec toutes les briques. Et donc, le designer commence et dit, donc, on va utiliser cette brique 2 par 4. Après, on met cette brique 2 par 2 ici, etc., jusqu'à la fin du modèle. Les gens des building instructions prennent des notes et à la fin, ils créent le petit livre que le designer va voir et approuver. Et après, c'est mis dans la boîte. Donc, tu es vraiment chef d'orchestre à ce moment-là. Enfin, tu es quand même pilote de ce modèle, hein. Oui, complètement. Ouais. Et alors, attends, ça, c'est intéressant parce que vos notices, honnêtement, je pense que vous pourriez donner des cours à Ikea. Enfin, honnêtement, vous pourriez revendre des trucs parce que c'est toujours hyper clair, vos trucs. Et encore Ikea, ils sont forts. Non, c'est vrai, en plus, je suis mauvaise langue parce que, bon, Ikea, tu te gourres toujours de sens de planche, mais c'est de ta faute. C'est parce que tu vas aller trop vite. Mais il y a quand même, il y a d'autres trucs de notices. Ah bah, tiens, par exemple, la dernière fois, j'ai voulu faire un autotest, hein, tu vois, mais déjà, j'ai l'impression il aurait fallu que je fasse un bac plus 15, quoi. J'étais devant la notice. J'ai dû regarder la vidéo aussi, ouais. On est d'accord. Tu te dis, c'est quand même pas compliqué. Il y a 4 étapes et tu comprends pas. Bon, bref. Donc, je pense que vous pourriez revendre, tu vois, cette compétence. Non, mais il y a toute une équipe derrière l'expérience de l'instruction qui est en travail constant, qui est en étude constante avec les enfants, avec les adultes, avec tout le monde pour savoir comment améliorer cette expérience, justement. Parce que c'est grâce à ces petits livres que tu arrives de ton tas de briques à ton modèle.
Et c'est extrêmement important dans l'expérience de jeu que tu peux avoir. Enfin, ça fait partie du plaisir, hein. Enfin, pour tout te dire, nous, quand on faisait les montages des Lego, on était 3 avec avec mes 2 enfants. Et en fait, on avait vraiment, vraiment chacun son rôle. Donc, mon fils, il était au montage. Ma fille, elle décortiquait les notices. Mais vraiment, c'était vraiment Ouais, ça. Et d'ailleurs, elle continue, hein, quand on fait un montage Ikea, c'est elle qui regarde la notice. Parce que moi, sinon, je vais monter à l'envers. Et moi, mon rôle, j'ai éclaté les pièces. Et donc, mon rôle, c'était comme une infirmière. Je passais, tu vois, l'ustensile à mon fils, quoi. Et on avait vraiment un système hyper bien rodé et on était hyper efficace. Donc, tu vois, c'est comme quoi, exactement ce qui se passe avec mon fils. Ouais. Je lui passe les briques et il construit. voilà, c'est lui qui a le plaisir de, mais moi, ça faisait vraiment partie de mon plaisir aussi de trouver les pièces et tout. Enfin, bref. Quel bon. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il y a rarement des marques avec lesquelles tu as autant de souvenirs partagés avec tes enfants, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi. Je suis d'accord. Et ensuite, une grosse partie de notre design, c'est d'approuver tout ce qu'on fait auprès de notre cible. Donc, pour cette hypothétique set de City pour un enfant de 8 ans, on va en construire un et on va le donner à un enfant, on va le laisser jouer avec pendant une demi-heure, 1 heure et on va voir ce qui se passe. Donc, le modèle va peut-être casser, le modèle va peut-être pas l'intéresser, etc. On récupère toutes ces informations et on retourne à la table du design et on reconstruit jusqu'à ce qu'on ait un modèle qui est stable, qu'un enfant de 8 ans puisse construire, puisse jouer avec sans qu'il y ait de morceaux qui tombent tout le temps, sans qu'il y ait de frustration énorme pour l'enfant. Et voilà, donc à chaque étape, on essaye de valider nos constructions d'une cible. Ah bah, génial. Tu réponds à une question de Nathalie qui me demandait passe-t-il beaucoup de temps à interviewer des clients et à les observer. Donc ça veut dire Ouais, que ouais, à plusieurs étapes du projet, en fait, vous faites venir des bêta-testeurs, quoi, des cobayes. exactement. Ouais. Ça a été très compliqué avec les années Covid, là. Ouais. Mais là, au Danemark, on est reparti dans une société complètement normale. Toutes les restrictions viennent d'être levées. Donc, on espère pouvoir retomber dans une cadence de test comme on avait à l'époque. Mais on a réussi quand même à toujours trouver des enfants pour tester. Moi, j'ai 2 enfants, par exemple. Donc, des fois, il suffit juste de ramener le modèle à la maison et de le laisser jouer. Il est pas vraiment très objectif parce qu'il est noyé dans les Lego, hein, faut être honnête. Mais ouais, non, on a toujours cette validation par notre cible, donc par les enfants en grande partie. Ok, et est-ce que vous les observez aussi en amont, tu vois? Est-ce qu'ils pourraient même rentrer en amont d'usage, de volonté, enfin, tu vois, donner finalement initier des idées aussi? Ça fait partie d'un autre département. Et eux, justement, font toutes les recherches en amont sur les façons de jouer, Ok. les nouvelles tendances de jouer, voilà, toutes les tendances, etc. Et ça fait partie. C'est un département à part entière qui nous délivre toutes ces informations après. Ok, ok. Mais ça existe bien sûr. Ouais, ouais, pour ça, je me doutais bien, effectivement, j'aurais été étonnée du contraire. Et donc, ces bêta-testeurs, vous les choisissez un peu au hasard parce que j'imagine que si vous prenez que des fans, c'est quand même un peu biaisé parce qu'ils connaissent par cœur, Oui, tu bien vois? sûr, Ouais, c'est bien ça, sûr. hein. Donc, quand on a besoin d'un test, on demande juste, on a aussi une équipe qui s'occupe de préparer les tests. Donc, quand on a besoin d'un test, on leur demande, on a besoin d'enfants de 8 à 11 ans, par exemple. On en a besoin de 2 qui sont super fans de Lego et 2 qui ont jamais touché le Lego, par exemple. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive Ouais, donc à. comme une étude classique, en fait, vous définissez vos cibles en avance et puis, il y a une équipe qui se charge de les trouver, quoi. Et le rêve, quand même, ça veut dire que les enfants, en tout cas les fans, ils se retrouvent avec un set qui n'est pas encore sorti. C'est quand même dingue. Ouais, voilà. Mmh. Bon, j'imagine que ça doit faire un peu plaisir, quoi. Est-ce que vous faites d'autres types de tests? Tu vois, je sais que j'avais vu une vidéo où la personne racontait qu'il y avait des espèces de tests enfin, de résistance, tu vois, pour voir si le modèle était suffisamment stable, s'il allait pas casser au bout de 2 secondes et tout. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, tout ça, ça fait partie de la phase de maturation dont on parle jusqu'à présent là. On a toutes sortes de tests. Donc on a des tests sur les éléments en eux-mêmes, sur les briques tout seuls. Donc on les fait tomber, on les écrase, on les mord, on fait tous pour voir leur résistance, etc. Après, on a les tests sur les modèles en eux-mêmes. Donc on a les kit tests, donc les tests avec les enfants, où juste on met les enfants dans une salle, on met le modèle, on ferme la porte et on voit ce qui se passe on voit ce qui se passe à travers un miroir sans teint. On a un test qui est complètement fou quand on y pense en extérieur de la compagnie, c'est le test de chaleur. Donc, on met le modèle dans un four pendant 4 heures à 60 degrés et ça détruit toute la connectivité des briques. Et après, on sort ce modèle et si on peut encore jouer avec, eh ben, ça va passer. Attends, la connectivité, c'est quoi? C'est le fait que tu puisses plus les décoller les unes des autres parce qu'elles sont Non, figées? Ah, la connectivité entre les briques devient super molle. Donc, en fait, elles perdent toute leur adhérence.
Et c'est un test. Quand la première fois, quand tu arrives à Lego, tu vois les gens mettre ton modèle dans un four, tu fais, mais tu fais quoi? Mais pourquoi? Et en gros, c'est censé représenter l'usure des briques à long terme. Ah, tu accélères l'usure, quoi, pour voir ce qui se passe. Voilà. Et on veut être sûr que notre modèle puisse être encore utilisé 5, 8, 10 ans plus tard. Bah, et notamment parce qu'on passe. Enfin, moi, les Lego, honnêtement, bah, évidemment, mes enfants, ils ont 15 et 18, donc ils y jouent plus, bien que ça veut rien dire, mais en tout cas, ils y jouent plus. Mais je les garde pour mes petits-enfants, hein. Enfin, les briques, je Bien ne sûr. les vends pas, je ne les donne pas. Je sais que je veux absolument. Ça fait partie de l'héritage, quoi. Tu vois, c'est dingue, hein. Donc, j'espère bien que c'est résistant. Ouais, j'ai les briques de mon père encore, hein. Mon père a 61 ans, j'en ai 40, donc ouais. Tu vois, donc comme quoi. Ok. Donc, je comprends mieux effectivement ces tests. Ok. Et vous faites pas des tests pour genre non mais là c'est vraiment la question débile de l'interview, mais des trucs qui évitent que quand tu marches sur une pièce pieds nus, tu vois, tu te fais pas aussi mal qu'avant. Est-ce que ça vous travaillez dessus ou pas, ou pour les parents? Non, ça n'arrive pas malheureusement. Bah, je tenais à vous remercier alors. J'ai vu que, combien de temps en gros ça met, tu vois, pour faire l'intégralité, tu vois, tout ce process. Et d'ailleurs, est-ce que Ça prend, ça prend minimum 1 an. ouais, minimum 1 an, donc ouais, c'est vachement en amont, hein, OK. OK. On a vu toutes les étapes ou pas? Ou là, je t'ai coupé, avec mes 15 questions. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Non, je pense qu'on y est là. Donc, quand on est dans la phase de maturation, donc on crée des modèles qu'on optimise au mieux pour notre cible. Donc, on passe donc dans les revues de design avec les gens qui font les instructions. Et une fois que tout le monde est d'accord, une fois que tout le monde est content du modèle, il est validé donc par le directeur artistique de l'équipe. Et ensuite, il est prêt à aller en usine, tout simplement, à être créé, à être mis dans les boîtes. Voilà. Et tu bosses sur le packaging, toi, ou pas? Tu vas sur le Oui, ça fait partie de mon travail en tant que directeur artistique. Mais chaque designer a aussi son mot à dire sur le packaging. ouais, Bien sûr. ouais. On a une agence, on a une agence dans Lego qui ne fait que ça, qui ne fait que du packaging. Bon, alors j'aimerais bien, s'il te plaît, si on a terminé toutes les phases, que tu nous décrives aussi ta vie à Billund, parce que qui est donc le siège de Lego. Pour moi, Mhm. c'est un peu comme de bosser dans la Silicon Valley si t'es développeur. Enfin voilà, c'est vraiment le lieu magique, non? Ouais. Donc, Billund, c'est minuscule, hein. Je crois que ça fait, à l'heure actuelle, on doit être à 8000 habitants peut-être, en sachant que ça doit tripler de volume pendant la journée avec toute l'affluence des gens qui viennent chez Lego. On est un peu au milieu de nulle part. On est à 30 kilomètres de la première grande ville qui fait 60 000 habitants, qui s'appelle Weile. On fait partie d'une région qui est aussi très internationale, parce qu'il y a beaucoup de grosses compagnies. Il y a Siemens, Vestax, et d'autres dont j'ai oublié le nom qui sont dans le coin. Donc il y a beaucoup d'internationaux, ce qui rend la vie vraiment très intéressante, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges possibles ici à Billund. Voilà. Donc moi j'habite à Billund. J'y ai déménagé il y a 5 ans et demi quand mon fils avait à peu près 1 an. Ma compagne aussi travaille à Lego, donc ça n'avait plus de sens pour nous d'être loin de Billund, etc. Donc on a déménagé ici, voilà. Donc tu viens en vélo ou trottinette, quoi, en gros. Voilà, même pas, je marche, je suis littéralement à 2 minutes à pied du Le bureau. rêve. Voilà. Donc voilà, donc la journée typique, moi j'essaye d'arriver avant 8h30, ça dépend si les enfants me laissent partir à l'heure ou pas. Et voilà, on a la journée au Danemark, ouais, c'est 8h, 16h. Ah, ça c'est bien, ça. C'est pas très très français, ça redit donc. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis chez Lego, c'est très ajustable. Il y a des gens qui arrivent à 6h et qui repartent à 14h, etc. Donc chacun est maître de son temps et tant que ton travail est fait, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, qui est vraiment une culture un peu anglo-saxonne de l'efficacité qu'on connaît moins en France, quoi, hein, ouais. Exactement. Ouais. Et le siège, il ressemble à quoi, tu vois? Est-ce que c'est genre façon start-up avec des baby-foot? Est-ce que moi, tu vois, je t'ai vu dans une des vidéos où tu es à côté d'une espèce de grosse piscine. Ça m'a fait penser aux piscines de bulles de Ikea, quoi. Genre, est-ce que vous avez donc une espèce de gros lac avec toutes les briques du monde pour pouvoir monter, tu vois? Ou comment ça se passe? Non, c'est un peu ce que tu dis, ouais, façon start-up, il y a des baby-foot ici et là, etc. On est dans un bâtiment qui est très moderne, donc qui est optimisé pour le design. Donc on a chacun notre bureau aussi. Surtout les designers ont leur propre bureau. Certaines autres fonctions ont des bureaux flottants, donc le premier arrivé, premier servi. Mais les designers, parce qu'on travaille sur des projets qui durent 1 an, on a besoin d'avoir notre propre bureau.
Donc ça veut dire que tu bosses sur un bureau, quoi. Enfin, vraiment, tu as un bureau fixe et On a chacun notre bureau fixe, mais après, il y a des tables de construction éparpillées partout dans le bâtiment, avec les tiroirs dont je parlais plus tôt, où il y a toutes les briques les plus utilisées pour pouvoir commencer un modèle. Voilà. Et en général, ces tables de construction deviennent des centres de rassemblement pour les designers, où on parle de notre modèle. Chaque designer, bien sûr, a un niveau d'expérience différent. On a, à l'heure actuelle, on a quatre titres design. On a designer, on a senior designer, on a design master, et ensuite on a senior design master. ce que tu es aujourd'hui, toi. Non, moi je suis un design manager. Alors, c'est quoi la différence entre master et manager? Quand tu es master, tu fais du design pur et dur. C'est toi qui en général gère tout l'esthétisme et la complexité du projet, mais tu n'as pas de fonction de management. Moi, j'ai une équipe en dessous de moi, j'ai 9 personnes en dessous de moi que je fais travailler en gros. Ok, ok. Et tu continues du coup, ça c'est intéressant. Le fait que tu sois manager, tu continues à construire des briques et des jeux ou du coup tu es plus vraiment sur la partie management? Non, j'essaye de me garder un set au moins par demi-année, parce que sinon je serais manager ailleurs. Pour moi, c'est toute la beauté d'être ici, c'est de pouvoir utiliser la brique. Moi, comme on a dit plus tôt, moi je viens je suis un fan à la base. Hein. J'ai que 1 an d'éducation en design, donc je suis un fan. Je suis vraiment venu pour le produit et ça me tient encore à cœur. Je construis encore beaucoup pour moi-même. J'essaye de poster mes créations encore assez souvent. Donc, non, j'ai besoin de la brique pour que le travail reste intéressant. Ouais, qui te plaise à toi, quoi. Est-ce que vous travaillez vachement en commun sur les modèles ou finalement il y a quand même ça reste à un moment donné dans une phase un travail plus solitaire? Il y a de tout. Il y a de tout. On se concerte beaucoup pour être sûr que notre design, parce que c'est très facile d'être complaisant dans son propre design. Tu te dis, ah, ce que j'ai fait, c'est super bien, c'est génial, ça vient de moi, c'est fantastique. Donc, on essaye très souvent d'avoir l'avis des autres designers. Toutes les semaines, par exemple, on a un designer playtest où, en gros, on donne notre modèle à un autre designer pour que lui le regarde, joue avec et te donne ses feedbacks après, tu vois. Et comme je disais, tous ces niveaux de designer. En général, tu vas voir un design master pour lui demander si tout est bien construit à la façon Lego, etc. Ouais, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que vous avez les bonnes idées qui circulent aussi, quoi, en même temps. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Ok, ok. Voilà. C'est parce qu'on a une façon Lego de construire aussi. Toutes les façons de construire ne sont pas ce qu'on appelle légales. Tout simplement parce que on connaît les briques, on sait ce qui les stresse, on sait ce qui a potentiel de les endommager. Donc on essaye, c'est même pas on essaye, c'est on évite ces constructions le plus possible dans les sets qui sortent sur le marché. Après, on peut pas empêcher les gens de construire comme ils veulent, bien sûr, mais on a plein de contraintes de stabilité, de durabilité, etc. dans la façon dont on construit aussi. Ouais, et vous êtes combien de designers? On est à l'heure actuelle, je n'ai pas le chiffre précis, mais on doit être 300, 350. D'accord, donc ça reste. Non, c'est une grosse équipe à la fois et en même temps dans le monde, c'est pas tant que ça, quoi. C'est une énorme équipe design pour une compagnie. Lego est une compagnie qui a tout misé sur le design, donc on est une très grosse équipe design. Les 350 personnes, ça inclut donc ce qu'on appelle des modèles designers, donc des gens comme moi qui créent les sets, des graphic designers, donc des gens qui, eux, vont designer les mini-figures, par exemple, et tous les autocollants, etc. Et après, on a des element designers, donc des gens qui créent les nouvelles briques. On a des packaging designers, des gens qui créent des nouvelles façons de faire des boîtes, etc. Ah bah tu réponds à ma question suivante qui était effectivement quels sont les métiers que tu peux exercer? Tu adores l'univers Lego. Comment tu peux intégrer ces équipes et quel type de métier tu peux faire, quoi? Voilà. Après, on est une compagnie comme toutes les autres. On a un gros pôle design, mais bien sûr, il y a du marketing, il y a de la manufacture aussi, etc. Donc, il y a de tout, il y a de tous les types de travail. Ouais, ouais, mais des travaux des boulots plus classiques, on va dire. Exactement, ouais. Mais par exemple, si tu veux travailler chez Lego, faut pas te mettre en tête exclusivement le design, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres manières de rentrer chez Lego. Il y a des gens qui, comme on en parlait plus tôt, il y a des gens qui font des enquêtes auprès des consommateurs, il y a des marketing, il y a des designers, donc il y a énormément de possibilités de, de fonctions et aussi d'évolution dans la compagnie. Bah alors l'évolution justement, t'en es un exemple, hein, puisqu'effectivement, tu as commencé comme model designer et puis maintenant aujourd'hui, tu es vraiment sur la phase, enfin la partie plus managériale donc il y a effectivement, Oui, beaucoup d'évolutions possibles, quoi.
Exactement. Ok, Oui. ok. Est-ce que vous avez genre des signatures? Enfin, quand je dis signature, tu vois, c'est est-ce que toi, il y a un modèle que tu vois arriver, tu es capable de dire, ah mais ça, je sais qui l'a fait, parce que vous avez chacun votre patte. On a chacun un style, ouais, beaucoup plus prononcé chez les designers qui viennent justement de l'espace Eiffel. Par exemple, un exemple tout bête, quand moi j'ai commencé chez Lego, j'essayais d'introduire le plus d'éléments dorés possible. Parce que quand j'ai commencé il y a 12 ans, la couleur dorée, c'était encore une couleur assez nouvelle chez Lego. Donc j'essayais d'avoir cette signature et toujours d'avoir un élément doré. J'ai un autre collègue, il a toujours une brique bleue et une brique rouge l'une à côté de l'autre, quelque part cachée dans le modèle. Donc il y a ces petits qu'on appelle des Easter eggs qui sont assez fréquents, ouais, Ouais, chez Lego. d'accord. Donc toi, tu peux même t'amuser à placer un truc, une pièce presque inutile, mais genre seuls les fans vont savoir enfin, Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est un peu Voilà. privé de joke, quoi. Par exemple, une fois quand le doré c'est un peu plus démocratisé, j'ai changé, je suis passé au rose. Donc, C'est bien. j'ai fait quelques éléments, quelques pas quelques éléments, quelques sets chez Ninjago et ouais, voilà. Si vous trouvez une brique rose à l'intérieur d'un set Ninjago, c'est probablement moi qui l'ai fait. C'est génial. Tu vois, j'ai interrogé un verbicruciste. Tu connais ce métier ou pas? C'est les gens qui font les mots croisés. Ouais, exactement. Bravo, je connaissais pas ce terme moi avant. Et je lui demandais, je lui posais la même question. Est-ce que genre des fois tu glisses des trucs qui te font marrer ou Et en fait, il m'expliquait que il faisait des gens qui, par exemple, pour un anniversaire de mariage, demandaient à dans une grille, mais de Libé, tu vois, de glisser les mots qui correspondent au lieu où ils se sont mariés, etc. Quoi. Mhm. Et je trouve ça génial. Il y a un côté un peu magique parce que c'est totalement private, quoi. Enfin, personne ne peut Bien savoir que. sûr, bien sûr. Puis ça dérange pas la grille, etc. Ça dérange pas non plus, j'imagine, le jeu Lego. Mais il y a un message et seul toi et la personne qui est concernée sont au courant et je trouve ça absolument canon, quoi. Ok. Euh, Vous avez des relations avec les fans? Tu vois, est-ce que vous êtes Bien sûr, bien sûr. ambassadeur de communauté, tu vois, ou des choses comme ça? Euh, c'est un métier à part entière, Ouais. mais oui, bien sûr. On est tous envoyés sur. Il y a beaucoup d'événements de fans dans l'univers Lego qui ne sont pas tous nécessairement Lego. Donc, ce sont des communautés, comment dire, des communautés à part entière qui créent des événements. Et des fois, ils nous demandent est-ce qu'on peut avoir un designer pour venir nous parler de telle chose ou de telle chose. Et on est très souvent envoyé sur ce genre d'événement. Et donc, on a beaucoup d'interactions avec les fans sur ce genre d'événement. Et bien sûr, on a tout un département qui s'occupe de la communication et de, ouais, ouais, de l'interaction avec les fans. Et est-ce que vous, en tant que designer, vous avez une sorte de... Tu vois, est-ce que c'est... Non, je crois pas, hein, mais vous signez pas les modèles que vous créez. Tu vois, Non, non, on non. sait pas que c'est toi. Il n'y a pas une relation entre le modèle et la personne qui l'a designé, quoi. Non, il y a pas, non, il y a pas de ça. Parce qu'on considère chez Lego que c'est un travail en équipe, donc on ne met pas une personne en avant. Mais ouais, on ne signe pas les boîtes, mais après peut-être on va en parler dans un entretien ou quelque chose d'un élément qu'on a fait ou d'une boîte qu'on a fait. Donc, des fois ça, on retrouve l'identité. Et comme je disais, ouais, certains de nos designers sont des Eiffel assez connus aussi. C'est assez facile de reconnaître leur style aussi. Ouais, ouais, ok, je comprends. Ok, alors j'ai quelques questions de fans. Tu vas voir de par leurs questions. Il y a Vanessa qui me demande. Alors, je ne sais pas comment tu vas pouvoir répondre à cette question, mais peut-être toi tu vas avoir la réponse. Vas-y. Donc, pouvons-nous espérer avoir un jour des Lego évolutifs, genre comme les lits? Tu vois, des Lego qui peuvent plaire. Moi, je comprends des Lego genre modulables qui peuvent plaire à tout âge, quoi. C'est ça, en gros. Est-ce que tu l'interprètes de la même manière que moi? Ouais. Je ne sais pas si je vais répondre à la question exactement, mais on a une gamme chez Lego, on va de 1 an et demi à 18 ans et plus, donc en gros jusqu'à la fin de la vie. Donc j'imagine que c'est par ces différents âges que tu as sur la boîte. Il y a toujours un âge sur la boîte 8 plus, 7 plus, etc. que tu vas évoluer en fonction. Donc on a Duplo. Après, tu vas rentrer dans la gamme 4 plus, où justement c'est vraiment la transition entre Duplo et les autres, par exemple, où tu as des plus gros éléments, tu as des gros petits Lego, en gros, si on peut dire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, on en parlait un peu plus tôt, justement, où tu as des grosses briques qui sont très faciles à assembler. En trois mouvements, tu as une voiture avec laquelle l'enfant peut jouer déjà. Et ensuite, après, tu passes chez City, qui est 5+,
où là, donc c'est que des petits Lego, etc. Et après, tu passes chez Ninjago qui devient 8, 9, 10 plus. Et après, tu as Technique. Et après, tu as toute la gamme qu'on appelle maintenant la gamme adulte, tout simplement, où tu passes dans du 16 plus et du 18 plus. Donc, je sais pas si ça répond à la question de Vanessa, mais Bah, je me suis doutée que oui, vous répondiez déjà un peu à ça. Je pense que elle, c'est se dire plus tu achètes une boîte et ça va accompagner, cette boîte-là va accompagner ton enfant toute sa vie. Moi, je pense qu'il y a des âges auxquels vous pouvez pas répondre à tous les âges parce qu'il y a des âges où des pièces sont dangereuses pour l'enfant. Donc, exactement. Ouais. Mais après le Lego étant un moyen d'expression à part entière, je pense qu'une boîte de Lego classique, par exemple, sont ces grosses boîtes jaunes où tu as des Lego en vrac dedans, ça te suit toute ta vie et c'est l'enfant qui va le faire évoluer par sa dextérité. En gros, tu deviens de plus en plus dextre plus tu grandis. Euh, et, euh, et puis même ton pouvoir d'imagination grandit aussi en fonction de ta culture, de ton. Moi, je vois mon fils a 6 ans, et la façon dont il construit est complètement évolue tous les jours. Après, c'est pas l'enfant le plus objectif, je dirais, au niveau des Lego. Hein. Son père fait du Lego depuis 39 ans, donc. Mais ouais, c'est hallucinant de voir comment il construit, comment son imagination et sa dextérité ont évolué depuis qu'il joue au Lego. Et là, tu vois, bah, ça amène une question parce que moi, franchement, Vanessa, si je devais te répondre, je te dirais que en fait, ce qui va faire que c'est évolutif, c'est pas tant la brique ou ce que va donner Lego, mais c'est le fait que c'est le pouvoir de l'imaginaire de ton enfant qui va évoluer et j'en arrive et qui du coup va complexifier aussi les modèles qu'il va créer. Mais tu vois, j'en arrive à une question, c'est que ou en tout cas une réflexion que je voulais partager avec toi, c'est quand j'étais petite, moi, je bossais avec des Lego en vrac, tu vois. Et donc, en fait, le Lego, pour moi, c'était une façon d'exprimer mon imaginaire. Et donc, je construisais des baraques un jour, puis le lendemain, un vaisseau, puis le lendemain, bah, bref. Mais avec les mêmes... Moi, mes enfants, ils ont grandi avec des Lego qui sont des pièces de musée, si tu veux. Je vais m'exprimer, mais en fait, on développe moins l'imaginaire. En fait, on est... Mes enfants, ils ont... mon fils était fan de Star Wars, donc on faisait les modèles Star Wars. Mais une fois qu'ils étaient faits, si tu veux, mais limite, on collait les pièces parce qu'il fallait surtout pas que ça se casse et il fallait les afficher comme une pièce du musée ou comme un très beau tableau de maître. Mais du coup, moi, j'étais un peu frustrée, mais parce que j'avais pas abordé le Lego de la même manière. Pour moi, c'est justement, il fallait péter les Lego, tu vois, comme des caplas. Tu les fais et puis et ça ne reste jamais parce que c'est justement ce qui était génial, c'était de faire de nous les designers, quoi. Bien C'est-à-dire sûr. d'imaginer. Et c'est peut-être ça où c'est l'évolution, c'est ça, c'est de reprendre des briques de base et de faire toi-même tes modèles. Mais comme Exactement. Et ça fait partie donc de toutes ces enquêtes dont je parlais plus tôt, dont on a un département en lui-même. C'est toutes ces façons de jeu, toutes ces tendances de façon de jeu. Ce qu'on appelle construction play, donc le jeu de construction, est une façon de jouer qu'on offre dans toutes nos boîtes d'une certaine manière. Mais après, chaque enfant a sa personnalité. Il y a des enfants qui vont construire le modèle et vont le détruire tout de suite. Et il y en a d'autres, comme tu dis, qui vont juste l'exposer. Donc ça fait vraiment partie de la personnalité de l'enfant en elle-même aussi. Nous, on encourage bien sûr que les Legos soient faits, démontés, remontés, etc. Mais ça dépend. C'est extérieur à ce qu'on fait. Après, bien sûr, on va cadrer les enfants un peu plus dans un thème, par exemple Ninjago. Mais on espère toujours quand même que le modèle de base va être repris et réimaginé d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas des modèles où tu peux, avec les mêmes briques, faire 3 trucs différents? Si, ça c'est la gamme Creator 3 en 1, C'est ça. Ah ben voilà, Vanessa, voilà une réponse déjà. où on va proposer aux enfants 3 modèles différents avec les mêmes briques. Et ensuite, on espère que ça aide l'enfant à comprendre que un modèle, c'est pas juste un modèle et qu'il y en a en fait des millions avec ces briques. Mais je me demande si j'avais pas vu genre une communauté de fans qui justement disait moi avec ce set voilà ce que j'ai recréé. Ça existe pas ça? Si, il y a de tout, il y a de tout chez les fans. Hein, donc, on a un designer chez Technique qui s'appelle Milan et lui, son grand truc, c'est de prendre un modèle et de faire le plus de modèles possible avec ce modèle. Et en général, C'est il arrive génial. avec 20, 22, 23 modèles différents avec juste une boîte
juste la boîte de base, un petit modèle technique, quoi. Et c'est fantastique de le voir travailler comme ça. Ouais, bon, bah, ça, je trouve ça génial et je pense que ça répond, j'espère à Vanessa, mais en tout cas, moi, ça me répond. Il y a une deuxième question de Anne-Sophie qui, en gros, là, tu es vraiment sur la cible du AFOL à Donf et un peu côté nostalgique. C'est-à-dire, en gros, elle me raconte, elle me dit, j'avais une quantité de pièces pour faire des cuisines, des maisons, des garages, passer des heures. Enfin, bon, bref, tu sens qu'elle est bien attachée au Lego. Et là, ces pièces ont disparu. J'ai gardé précieusement les boîtes de mes enfants pour y rejouer un jour. Bref, en gros, sa question, c'est est-ce qu'il existe des rééditions, tu vois, des premières boîtes des années 60, enfin, en tout cas, des années 70 ou 75, pour pouvoir retrouver un peu ces modèles vintage, tu vois. Je dirais oui et non. L'aspect vintage, rétro est quelque chose qui est assez tendance. Donc on va de temps en temps reprendre un modèle qui est sorti dans les 70, mais on va le réactualiser. On va le mettre au goût des tendances du jour. Ensuite, il y a beaucoup des moules qui existaient dans les années 70 qui n'existent plus tout simplement. Beaucoup des réglementations aussi qui n'existaient pas à l'époque. Ne serait-ce que, je veux dire, dans la sécurité, tout simplement, il y a des éléments qu'on faisait à l'époque, il suffisait de le mâcher une fois et se casser, tu vois. Donc ça, c'est plus possible maintenant. Donc malheureusement, on peut pas les rééditer à un pour un, en gros, quoi. C'est pas possible. Mais ouais, on a certains sets qui vont reprendre l'idée, par exemple, d'un château qui était dans les années 80, par exemple, pour être réédité à un peu plus au goût du jour. Malheureusement, je pense pas qu'il y aura de réédition à. Très classique, quoi. Enfin, purement la même chose, Exactement, quoi. tout simplement parce que les restrictions sont plus les mêmes. Et pareil, la façon dont on construisait à l'époque a beaucoup changé. Il y avait beaucoup moins de réglementation sur comment on construisait, hein. Si tu prends une instruction de construction des années 70, tu mettais 30-40 pièces en une étape, tu vois. C'est plus comme ça qu'on fait nos bulletins d'instruction, par exemple, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Donc, ouais, il faut forcément retravailler. À un moment ouais, donné, ça sera réinterprété, quoi. exactement. Ouais. Ok, ok. Bon. Bah, écoute, j'espère que la réponse plaira à Anne-Sophie, qu'elle sera pas trop déçue. Euh, écoute, si ça te va, moi j'ai des dernières questions en fait, mais plus à titre, on va dire perso, et la fameuse question que je te posais en introduction, qui était finalement comment on passe d'un hobby, d'une passion, à en faire son métier, et comment tu arrives à garder cette flamme quand tu vois l'envers du décor avec forcément des contraintes, parce que c'est un job. Pour ma part, je dirais que je construis encore des Lego dans mon temps libre. Et donc ça permet de garder le truc toujours aussi frais, quoi. Une fois de plus, je fais énormément de vaisseaux. J'ai pas toujours été dans des thèmes où il y avait des vaisseaux et j'ai besoin de ça. C'est un besoin. J'ai besoin de créer des vaisseaux. Sinon j'en suis obsédé et je peux pas penser à autre chose. Donc j'ai besoin de les construire. Et voilà, c'est comme ça que je garde ce côté ouais, âme d'enfant, ouais, si on peut dire. Je continue à jouer au Lego tous les jours, quoi. Et à chaque fois que je vois un jeu vidéo, que je vois une nouvelle série à la télé, je me dis, ah, ça, ce petit détail sur ce vaisseau, il est génial. Je vais essayer de le mettre pour moi. Et si je vois que ça marche, je me dis, allez, on va pousser le truc et on va le mettre dans un set aussi, tu vois. Histoire de créer une nouvelle identité, un nouveau langage de design pour cette gamme, par exemple. Ouais, donc t'arrives à garder en fait cette flamme qui fait que Voilà. t'arrives à te réinventer et t'arrives Et à. après, Ok. ce qui change aussi une fois que tu es à l'intérieur, c'est, comme on en parlait plus tôt, tu as ce côté challenge. C'est comment je reproduis ce modèle avec des briques carrées, tu vois. Donc ça te donne un challenge qui est très nourrissant, soyons honnêtes, hein. Ça permet vraiment de se développer, d'avoir une façon de penser différente, toujours penser en dehors de la boîte, tu vois. Ça, c'est top. Quand tu passes du côté du décor, c'est comment tu transmets ta passion à d'autres personnes, des gens qui ont, par exemple, qui n'ont jamais touché une boîte, tu vois. Et donc, c'est là que, comme tu parlais, tu es le chef d'orchestre du design, du set en entier. Et c'est là que tu commences à penser vraiment en détail à toute l'expérience de construction, tout ce qui va dans la boîte, comment ça va être interprété par quelqu'un qui n'a, par exemple, jamais touché à la boîte. L'âge qu'on a sur chaque boîte, elle définit l'âge de quelqu'un qui n'a jamais touché au Lego, Donc, par exemple, si tu as un modèle de 8+, c'est pour un enfant de 8 ans qui n'a jamais joué au Lego. Après, par exemple, mon fils qui a 6 ans, il peut faire des modèles qui ont 12+, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais comme il est complètement immergé dans le truc et qu'il connaît tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est cet âge-là. Donc, ouais, c'est exactement ça. Comment tu gardes la flamme, c'est en transmettant ta passion
à des gens qui n'ont jamais touché au Lego et en essayant justement de les recruter. C'est pas le bon mot parce que ça paraît très commercial, mais ouais, c'est ça. Très marketing, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Les recruter au Lego, tu vois, pour créer un nouveau fan, tu vois. Parce que moi, je vis encore énormément pour la communauté fan. Je suis sur Flickr, mon pseudo c'est Shamisen Fred. Et, donc, tu me donneras j'écrirai le nom. Ok. Vous pouvez aller voir ce que je fais sur là-bas. Il y a que des vaisseaux et des voitures futuristes, hein. Mais voilà. Et j'y vais tous les jours. Je vois ce que les gens font tous les jours. J'ai beaucoup de mes collègues qui font partie de cette communauté et on parle de ce qu'on fait aussi tous les jours. Et ça permet vraiment de garder ce truc complètement vivant. Moi, tu sais, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait de recruter, effectivement, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme quand, je sais pas, tu as la sensation quand t'as lu un très très beau livre, le livre qui t'a marqué, et tu as cette chance de le donner à quelqu'un qui ne l'a jamais lu, et tu sens que tu dis, mais ta vie va changer, quoi. Tu sais, t'en es vraiment persuadé, tu te dis, mais vraiment, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi, ne jamais avoir lu ce livre et le lire pour la première fois. Bah, c'est un peu la même chose. Je comprends tellement l'exemple. Je lis beaucoup, bien sûr, mais je suis en train de retransmettre ton exemple dans les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo, qu'est-ce que j'aimerais ne jamais les avoir fait, par exemple, tu vois. Et c'est vrai, ouais, c'est exactement ça. Tu conseilles à quelqu'un de faire ce jeu, ben c'est pareil. Moi, j'aimerais conseiller aux gens de faire ce set, par exemple. Oui, et puis comme tu dis aussi, les enfants que vous observez, ils évoluent. Donc, ils te réapprennent, j'imagine, aussi à toi, à voir autrement les Lego, à voir autrement un nouveau modèle, etc. Parce que la façon de jouer est différente. Exactement. Ok, donc du coup, tu n'as pas peur, parce que c'est ma question suivante, t'as pas peur de t'en lasser ou t'as pas peur de te dire, mais en vieillissant, bon, il y a un moment donné où je vais peut-être avoir moins envie de jouer, en fait, ou d'imaginer, tout simplement, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. M'en lasser, il y a des mois, hein, il y a des mois où je vais pas toucher, je vais pas faire de Lego, tu vois. Parce que tout simplement, il faut juste, faut savoir aussi comment dire, se ménager dans ce que tu fais, tu vois. Penser Lego toute la journée, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça épuise quand même. Donc, il y a des mois où je vais rien construire pour moi pendant des mois, etc., où je vais juste me concentrer sur le travail, sur le Lego en tant qu'un travail. Et il y en a d'autres où il y a des mois où je vais faire 5, 6, 7 créations à moi, parce qu'il va falloir que j'évacue mon cerveau de toutes ces idées, etc. Et après, en vieillissant, voilà, hein, maintenant j'ai 39 ans, j'aurai 40 à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est pas prêt de partir, je pense. Ouais, puis j'imagine qu'en plus, le fait de faire des Lego, bon, alors avec ton fils, enfin avec tes enfants ou pour toi-même, je pense que c'est aussi magique parce que peut-être qu'il y a moins de contraintes puisque t'es pas en train de raisonner budget, t'es pas en train de raisonner. Bien sûr. Je pense que ça renourrit ta flamme aussi, ça probablement, quoi. Ouais. Et tout le travail que je fais quand je suis en mode fan, ça me permet, comme je disais un peu plus tôt, d'explorer de nouvelles techniques, etc., des trucs qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais osé faire non plus, et pousser le système jusqu'au maximum aussi. Une question de André, qui est par rapport à l'empreinte écologique. Comment vous le vivez ça et comment vous y répondez effectivement à vous dire que bah ouais, c'est un jeu qui est en plastique, quoi. Voilà. Alors c'est un jeu qui est en plastique. C'est du plastique qui ne disparaît pas. C'est du très très bon plastique. Donc c'est ce qui fait aussi la qualité du produit. Comme on disait plus tôt, hein, tu as tes Lego que tu veux donner à tes petits-enfants. J'ai les Lego de mon père qui ont 60 ans maintenant. Donc ça fait partie de la qualité, etc. Et la façon dont on travaille avec ça, c'est qu'on a énormément d'initiatives à l'heure actuelle justement sur une empreinte écologique, une meilleure empreinte écologique. Donc on étudie des tonnes de plastiques différents. On a quelques éléments qui sont faits en bioplastique, donc du plastique créé à partir de canne à sucre. Donc c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. On a une nouvelle initiative dont on a parlé pendant la LegoCon en juin, qui est donc de recycler des bouteilles en plastique pour en faire de nouvelles briques, etc. Donc on essaye de rentrer dans cette optique de circularité, en gros, que la brique ne soit pas à la fin de quelque chose et que tout soit recyclable, etc., etc. En dehors de ces initiatives, oui, on a beaucoup d'initiatives, sociales, etc., sur essayer d'apprendre aux enfants ce que c'est que la circularité, le recyclage, etc. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que, comme effectivement, c'est des modèles qui durent, c'est pas des trucs que tu jettes, c'est des trucs qui gardent et qui se transmettent de génération en génération. Donc oui, c'est du plastique, mais c'est du plastique que tu jettes pas. Exactement. Réutilisable. Et puis, vous bossez sur d'autres modèles. Mais ma question, c'est que tu vois, l'ADN de Lego, pour moi, c'est de la construction d'un modèle à partir de plus petits ensembles. Pourquoi ça se ferait pas en bois ? Tu vois, pourquoi est-ce que Lego
pourrais pas faire des modèles en bois ou des modèles en je sais pas quelle autre matière, peu importe. Je suis pas expert. Je vais te donner une réponse qui me vient à l'esprit, c'est la place, tout simplement. Lego n'aurait pas assez de place pour faire pousser du bois. Parce que c'est la même chose qui se passe avec la canne à sucre. C'est on pourrait pas reporter tout ça en canne à sucre parce qu'on n'a pas assez la place. Voilà, le monde est ce qu'il est. Il y a une espace de terre émergée qui est ce qu'il est et on n'a pas la place tout simplement. Et c'est une réponse toute bête. Je sais pas si ça satisfait les gens, mais c'est un problème qui existe. C'est juste la place. Écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure, tu vois, chez Lego et je crois que je vais ressortir ma caisse et je vais faire un modèle avec mes gamins ce soir parce que ça me motive à fond et voilà, c'est tellement associé à des bons souvenirs. Ça m'a fait extrêmement plaisir de répondre à tes questions et de parler avec toi. Tu es une hôte fantastique. Ah, génial, merci beaucoup. Ok, écoute, on en arrive à la dernière partie de mes toutes petites questions. La première, Frédéric, c'est est-ce que tu as une anecdote drôle, émouvante, enfin bref, qui t'a marqué dans l'exercice de ton métier? Le premier jour où je suis arrivé, je savais pas pour quelle équipe j'allais travailler et j'ai débarqué. Donc, mon mentor, on a tous un mentor quand on commence, quelqu'un qui s'occupe de toi quand tu commences et qui t'explique comment ça marche. Il m'amène, il ouvre la porte et là, je rentre dans l'équipe Star Wars. Et là, tu fais, Non. oh non, je suis un super fan de Star Wars, bien sûr. Et là, tu rentres et tu vois des trucs qui sont pas encore sortis. Tu as des références de ouf. T'as le directeur artistique qui est au téléphone avec George Lucas presque. Tu vois, tu fais, mais non, mais où c'est que je suis tombé? T'es trop Tu content. te pinces pour voir, mais je sais pas, je rêve là, c'est pas possible. Exactement, voilà. Donc, la première année que j'ai passée chez Lego, je l'ai faite chez Star Wars et ouais, fantastique, quoi. Ah, génial. Je veux bien croire. Et là, je suis sûre que s'il y a d'autres jeunes adultes ou enfants qui nous écoutent, mais ils vont rêver de ça, quoi. Enfin, quelles sont tes joies et tes fiertés d'exercer ce métier? Ben, ma joie, c'est d'avoir transformé mon hobby, ma passion en un métier. Et ma fierté, c'est d'avoir des modèles qui sont sur le marché et qui font sourire et qui font jouer des enfants. C'est vraiment une expérience très particulière de voir un enfant jouer avec ton modèle, le construire et dire à la fin, purée, c'est génial, j'adore. C'est top. J'avais vu une vidéo où tu avais aussi un modèle dans le musée, je crois. Tu disais, Ouais, oh, et ouais, je l'ai ouais. découvert un peu, genre je suis arrivée, j'ai vu qu'il était là, mon modèle, quoi. Oui, c'est. Ouais, ouais. C'est dans l'arbre, donc dans l'arbre à la Lego House, j'ai un modèle, ouais, ouais. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés qui peuvent exister dans ton métier? Comme je disais plus tôt dans le podcast, hein, donc on est une agence de design malgré tout, donc on ne fait pas des trucs pour soi-même. Donc il y a toute une partie chiffres, nombres, manufacture, validation qui peut être un peu moins fun quand on travaille avec des partenaires, par exemple Star Wars ou chez qui j'étais, tu vois. Donc c'est eux qui valident nos modèles à la fin, tu vois. Et je dis pas que Star Wars est un mauvais partenaire, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ils ont bien sûr leurs propres critères de sélection que nous, on doit, tu vois, se remettre en mode brique 2 par 4 carré pour faire un vaisseau qui est complètement rond, tu vois. Donc, des fois, ouais, on se prend vraiment la tête des fois sur certains modèles. C'est un challenge, mais des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et voilà. Donc, il y a toute cette partie, ouais, chiffres, tout simplement, qui est un peu moins fun. Ouais, ouais. Mais ça fait partie du travail d'un designer, tout simplement. Ouais, et puis c'est ce qui te permet de sortir de ta zone de confort et peut-être de réinventer la façon dont tu fais ton métier. Donc, sur le moment, ça doit être un peu pénible, mais en fait, au final, c'est ce qui te permet de garder cette flamme aussi, quoi. Mm. Exactement. Alors, je crois que tu en as aussi un petit peu parlé pendant l'interview, mais pour toi, une personne veut devenir designer Lego, quelles sont vraiment les 3 qualités, tu vois, nécessaires, les plus importantes? Travail d'équipe, imagination, créativité. C'est ce que je pense. Et comme je disais, petit conseil, avoir un niveau d'anglais minimum, histoire de pouvoir comprendre quand tu arrives. Mais c'est pas un critère de sélection non plus. Non, non, on finit par apprendre. Et puis bon, on connaît. Enfin, bon, en France, on n'est pas super fort en anglais, mais on finit toujours quand même par apprendre. Voilà. Mm. Et après, comme je dis, comme je l'ai peut-être pas dit, mais tout ce qui est études design, tout ce qui est software que tu connais, c'est toujours un gros plus sur ton CV. Il n'y a pas de problème. Si tu sais dessiner, c'est quelque chose qu'on regarde aussi et on peut trouver une façon de l'utiliser dans le design en général. Donc il y a énormément d'opportunités de travailler pour Lego. Allez sur lego.com, il y a toutes les offres de recrutement à l'heure actuelle et il y en a toujours. Il y en a toujours. Ok, ok. Justement, quel conseil, tu vois, une personne qui hésite là et qui se dit, mais c'est pas pour moi, machin. Qu'est-ce que le petit mot que tu leur donnerais justement pour. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Je suis pas un designer d'éducation. Je suis un fan du produit qui a appris le japonais. Donc, à la base, je
je suis pas le profil que tu t'attendrais à avoir, je pense, dans une compagnie telle que Lego. Et au final, tu vois, je suis là. Ça fait 12 ans que je suis là. Je suis senior design manager maintenant. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, tu sais que c'est un podcast sur quand même à un moment donné des gens qui potentiellement sont en quête d'orientation ou de reconversion. Donc, à toutes ces personnes-là, est-ce que tu auras envie de leur transmettre un conseil, peut-être un très bon conseil que tu as reçu ou pas, ou que tu as appris? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Jamais abandonner, tout simplement. On a des gens ici qui ont essayé 17 fois, par exemple, de rentrer chez Lego. Et ils sont rentrés au final, tu vois. Et c'est des gens qu'on a peut-être refusés parce qu'il y avait juste un petit peu mieux que leur candidature à l'époque, ou peut-être parce que on s'était dit que leur niveau de maturité n'était peut-être pas assez, tu vois. Donc les gens évoluent dans la vie, et donc il faut pas abandonner, surtout si on a une passion telle que être designer chez Lego, par exemple. Il faut pas abandonner. Génial, très bon conseil, parce que c'est bien utile parfois, parce que, alors 17 Et fois, ça marche partout. Ça marche partout. Ouais, faut être méga motivé quand même, hein, parce que moi, Faut être méga motivé. Ouais. je pense qu'on me jette 2 fois déjà, je commence à me dire, bon, bah, je vais faire autre chose, hein, a priori. Donc, ouais. Non, faut être méga motivé, bien sûr, mais en même temps, si cette motivation existe, il faut l'exploiter, il faut pas abandonner. Ouais, faut garder le truc, quoi. Ok, super. Si on veut te suivre, donc tu as dit Flickr, tu me donneras j'écrirai le nom de ton pseudo. Donc mon pseudo c'est Shamisen Fred. Shamisen c'est un instrument de musique japonais dont je joue, et Fred bien sûr c'est mon prénom. Écoute, un grand merci, Frédéric. C'était vraiment un très bon moment, et je suis encore plus motivée par le fait de reconstruire des Lego. Je t'ai dit, envoie une candidature. Hein. On a des marketing ici aussi. Hein. Ça pourrait être pas mal quand même. Non, mais ça fait vraiment partie des boîtes de dingue. Écoute, avant de se quitter, j'ai une dernière demande. Tu connais le rituel, en fait. Je lance le défi à chacun de mes invités. Je demande de passer le flambeau et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Soit qu'ils connaissent, qu'ils souhaitent valoriser, soit au contraire, un métier qui les intrigue, qu'ils connaissent pas, et charge à moi de trouver le bon candidat. Est-ce que toi, tu as pu y réfléchir? Alors, j'aurais 2 challenges, comme ça tu peux choisir. Ouais. Donc, comme je disais dans l'interview, moi, la mode, ça a toujours été quelque chose qui me fascine. Donc, si tu pouvais trouver un designer de mode. Et après, il y a quelque chose d'autre que j'y ai jamais essayé, mais j'adore l'idée du truc, c'est la forgeronnerie. Tout le travail du métal, j'adore. Ah, pas mal. Et en plus, ça me ramène à un métier un peu artisanal et tradi qui peut être super intéressant. Donc, tu peux le prendre dans la conception, dans la joaillerie, par exemple, ou alors tout simplement dans la coutellerie ou dans le fer forgé, par exemple, pour les portails ou quoi que ce soit. Et voilà, ça serait ça mon challenge. Eh ben, ils sont beaux tes challenges. Hein. Et j'ai pas fait. Donc, en mode, j'ai quand même fait une première d'atelier de couture. Et elle dessine aussi, hein, ceci dit. Donc, j'ai déjà fait cet épisode-là. Pas 100% designer, en fait. Elle faisait les deux. Mais par contre, forgeronnerie, j'ai jamais fait. Donc, génial. Merci pour tout. Et puis, j'ai hâte de diffuser l'épisode. Je crois que ce sera en mars, si j'ai bonne mémoire sur les dates. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir. Partagé complètement. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie. À très vite. Bonne journée, Julie. J'espère vraiment, sincèrement, que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors, si tu veux rentrer en contact ou suivre les créations de Frédéric, rien de plus simple, il te suffit de suivre son compte Flickr Shamisen Fred, SHAMISENFRED. Si tu souhaites aussi donner un petit coup de pouce au podcast, je le dirai jamais. Voilà, c'est hyper utile que tu puisses nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur YouTube. Et puis surtout, s'il te plaît, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux. Si t'as un voisin journaliste, harcèle-le sur le sujet. Bref, s'il te plaît, aide-nous à faire voyager le podcast, c'est super important. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, vraiment, je te souhaite une super belle semaine. À plus tard, ciao.